D'abord, brièvement, pourquoi je suis là pour vous parler de ça? Au début, c'est-à-dire entre l'origine et jusqu'aux années 60 à peu près du XXe siècle, la criminologie relevait de la sphère intérieure. C'était heu, à l'origine, l'Institut de criminologie avait été fondé en 1923 par le Collège des professeurs de droit pénal de l'université Paris II, la faculté de droit, qui s'est appelée ensuite Panthéon-Assas, pour une raison bien simple, c'est que le corps des professeurs de Paris II jouait le rôle de conseiller des députés et des sénateurs lorsqu'il fallait modifier le code pénal. Vous avez tous compris, parce que nous sommes tous des grands savants ici, qu'il y a naturellement entre 1905 et 2021 dans la région parisienne moins de vols de bétail et plus de vols de téléphones portables. En conséquence, il faut modifier les lois pour les faire coller à l'actualité. Il faut le faire sur une base sérieuse, parce que la clé de voûte de la justice d'un pays, la clé de voûte d'un pays, c'est sa justice, c'est ça qui tient l'édifice. Et pour ce faire, le corps des professeurs de droit aidait la représentation nationale. Alors il fallait à ces professeurs des gens pour leur dire ce qui montait, ce qui baissait, plus de ceci, moins de cela, les nouvelles formes criminelles, celles qui disparaissaient, celles qui émergeaient, etc. Et ce fut la raison de la création de l'Institut de criminologie. Au début, c'était une affaire intérieure. Qu'est-ce que c'était que la criminalité jusque dans les années 60? C'était un paysan qui tirait un coup de 12 sur un de ses voisins qui avait déplacé une borne du champ. C'était un mari qui rentrait chez lui et qui trouvait son épouse en commerce galant avec l'employé du gaz et qui sortait le fusil de chasse. C'était des affaires individuelles. Et brutalement, dans la décennie 60 du XXe siècle, la justice française, la France, dans sa dimension sécurité, s'est trouvé confronté avec quelque chose de totalement nouveau qui n'existait pas auparavant, sauf peut-être les condamnations pour collaboration à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, mais c'était un épisode très marqué, s'est trouvé confronté aux formes collectives du crime, c'est-à-dire des gens qui commettaient des crimes en bande, en groupe, et qui le faisaient pour des raisons idéologiques parfois, c'est ceux-là qu'on a appelés les terroristes, ou qui le faisaient pour se remplir les poches, et c'est ça qu'on a appelé le crime organisé transnational. Alors nous, les criminologues, enfin ceux qui avaient un peu d'inventivité et puis d'intérêt pour la nouveauté, nous avons dû suivre nos clients à l'échelle où ils étaient désormais, à l'échelle mondiale. Et on a bien fait, parce que si aujourd'hui, en France, il n'y avait plus que des criminels issus du terreau et du terroir français, on pourrait sans dommage fermer le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Défense et les remplacer par quelques gardes champêtres, car naturellement, en ce qui concerne notamment la criminalité de voie publique, elle est le fait à 90% et plus d'éléments allogènes. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le ministère de l'Intérieur. Il le dit de manière un peu sournoise et un peu détournée, mais quand même, il y a chaque année la police nationale et la gendarmerie nationale qui publient un rapport. Pour la police, c'est le CIRASCO. Pour la gendarmerie, c'est le Centre d'études du renseignement criminel. Et quand on lit de près les deux textes les plus récents, mais ceux des années précédentes étaient les mêmes, les conclusions, si vous lisez la liste complète et détaillée de qui commet les crimes en France, alors bien entendu, il y a d'autres formes de criminalité que celles qui affectent la voie publique. Il y a la criminalité financière, c'est-à-dire les filous à la Madoff qui pillent leurs clients et qui se barrent avec la caisse. Il y a la criminalité qui affecte l'environnement, hein, par exemple, les gens qui commettent des crimes à l'environnement. On ne parle pas de ça, on parle de ce qui agace les gens et qui les terrifie parfois dans leur vie de tous les jours, qui est la criminalité de voie publique. Eh bien, à part un petit village gaulois qui subsiste à Marseille avec de derniers truands corsos marseillais, les autres, ils viennent tous d'ailleurs, quoi.
et facilement plus de 90%. Alors vous avez tout, de l'Albanie au Zimbabwe par ordre alphabétique, mais la criminalité des rues en France, c'est ça. Donc nous, les criminologues, on était obligés de suivre notre public, si j'ose dire, et aller dans le monde entier. Nous avons, la petite équipe que j'anime et moi-même, inventé, après la chute du mur de Berlin, un certain nombre de concepts qui ont permis de penser ce qui se passait à l'échelle internationale et mondiale, et notamment le concept de zone grise, c'est-à-dire les secteurs du monde d'où tout ordre s'était retiré et qui étaient de facto entre les mains de guérilleros, de bandits, de criminels, de tout ce que vous voulez. Et en vertu de la dialectique entre ces zones-là et les diasporas en Europe qui nous apportaient de la drogue, des migrants clandestins, etc., sans discontinuer au cours des 20 ou 30 dernières années, et depuis en tout cas l'effondrement de l'ordre mondial après la chute du mur de Berlin. Donc on a aussi développé d'autres concepts. Après Toulouse et Mohamed Merah, celui des hybrides entre le terrorisme et le crime. Et donc, ça nous permet de suivre ce qui se passe à la surface de la planète. Nous avons intéressé à nos travaux des jeunes policiers, des jeunes magistrats, des jeunes officiers de renseignement de tout plein de pays dans le monde. Je les appelle gentiment et un peu ironiquement, pour ne pas me prendre au sérieux, les bébés refaits, mais il y en a plein dans des tas de pays que je vois régulièrement, avec qui je m'entretiens, avec qui j'échange, qui me donnent des informations, à qui j'en donne, etc. Et ainsi, nous essayons de rester à la, comment dire, à l'avant-garde des choses. Récemment encore, nous avons organisé au pôle sécurité défense du CNAM une conférence, c'était le 22 septembre, sur l'anticipation en matière de renseignement, sachant qu'aujourd'hui, en 2021, et on a tous vu ça depuis 20 ans à peu près, hein, la raison pour laquelle le Premier ministre français, le Premier ministre britannique, le président des États-Unis ne dorment pas à 3 heures du matin et ont les yeux grands ouverts dans le noir et une insomnie féroce, c'est la crainte du choc stratégique, le truc qui va vous taper dessus avec une violence extrême au niveau stratégique, menaçant le bon ordre et la sécurité d'un pays et qu'on n'a pas vu venir. L'exemple classique en matière de choc stratégique terroriste étant bien entendu le 11 septembre 2001 et plus récemment en termes pandémiques, ce encore au milieu de quoi nous sommes, c'est-à-dire cette pandémie que nul n'avait vu venir. Je vous livre un souvenir personnel. Le 26 février 2020, un préfet qui travaillait près du ministre de l'Intérieur de l'époque m'a dit « Alors écoute-moi bien, nous sommes face à une pandémie hors contrôle. Alors, je vais t'expliquer ce que ça veut dire, hein, si tu veux bien, parce qu'il faut être clair en pareil cas. Hors contrôle, ça signifie qu'on ne sait pas l'arrêter et qu'on ne sait pas la soigner. Donc, c'est en train de nous tomber sur la gueule. Et effectivement, un mois après, c'était fait. Mais la zone d'alerte était quand même extrêmement faible. Je vais tout à tour démonter deux idoles, une un peu ancienne qui est Lénine et une plus récente qui est les GAFAM, là, les Google, Amazon, machin et tout. Commençons par Lénine. En 1917, Lénine a écrit une brochure qui s'appelait « L'impérialisme, stade suprême du capitalisme », en 1917, je crois, dans laquelle il disait que quand le capitalisme aurait conquis toute la planète, eh bien, il se battrait, il se dévorerait lui-même et que ce serait une guerre mondiale absolument atroce et que l'humanité risquait d'en disparaître. On a vu ce qui s'est passé quand le capitalisme a triomphé, c'est-à-dire à la fin de la guerre froide, quand l'idéologie marxiste-léniniste a été balayée de la planète et soit abandonnée dans le pays où elle avait le pouvoir, le premier étant l'ex-Union soviétique, la Russie, et arrangée tellement à la sauce chinoise en Chine que ça n'a naturellement plus rien à voir avec le produit d'origine. Quand la fin de la guerre froide est arrivée, au lieu de s'affronter les uns les autres et de se jeter les uns sur les autres en une guerre impitoyable pour conquérir de nouveaux marchés,
tous les pays développés, l'OCDE pour aller vite, ils se sont repliés sur leur territoire et ils ont laissé les autres se débrouiller en disant ben, écoutez, bon vent, bonne voile, nous on a des problèmes à régler dans notre niveau. L'Allemagne avec sa réunification, le machin, etc. Bref, ça a été exactement le contraire. Et cet abandon généralisé et sa reprise fort tardive ont conduit à l'émergence des zones grises dont je parlais tout à l'heure. Auparavant, il y avait encore, du fait du pacte de Varsovie ou de l'OTAN, un contrôle des grands blocs là, sur leur périphérie. Et là, le contrôle a disparu et on a vu tout en découler. Et surtout, un phénomène qui est un marqueur absolument extraordinaire et qui n'arrive que dans les périodes de désordre mondial, hors de l'existence que livre immense de Carl Schmitt, le nomos de la Terre, quand la Terre n'a plus de nomos, quand il n'y a plus d'ordre international qui permet de régler les problèmes. Eh bien, quand il n'y a pas d'ordre, il y a du désordre, et tout en est découlé, et notamment le marqueur absolu du désordre international qui est le retour de la piraterie maritime. Quand l'Empire romain s'impose, plus de piraterie en Méditerranée. L'Empire romain s'effondre, la piraterie revient, et ainsi de suite. Quand l'Europe sort épuisée de la plus longue et de la plus féroce guerre de son histoire, la guerre de 30 ans entre les catholiques et les protestants, dans un état d'épuisement total. Pourquoi? Parce qu'on n'a jamais vu une guerre mondiale durer 30 ans, quoi. Au bout de 4 ans, 5 ans, on l'a vu récemment, il n'y a plus de pognon, alors on trouve une raison de s'arrêter. Mais là, comme le front catholiques, espagnols et portugais pillaient l'Amérique latine et ramenaient des galions pleins d'or chaque mois, eh bien, la guerre en question a pu durer 30 ans. Et comme le front protestant était obligé de contrebalancer ça en mettant sur la mer des bateaux qui étaient les corsaires qui couraient pour piller les galions catholiques et ramener ça chez les protestants, naturellement, ça rétablissait le fric dans les deux camps et ainsi la guerre a pu durer 30 ans. À la fin de la guerre de 30 ans, eh bien, les corsaires ont dégénéré en pirates, c'est-à-dire qu'ils se sont mis à leur compte. N'oubliez pas que la première lettre de course signée en France par un souverain en 1500 et quelques était une lettre de course signée par Marguerite de Navarre, par la mère de Henri IV. Et le texte de la lettre, c'était donner cette lettre au capitaine du vaisseau machin qui s'appelait Monsieur Truc pour courir sus aux ennemis de la religion réformée. C'était l'arme des protestants. Tous les grands corsaires et pirates français venaient de La Rochelle, de Sable-d'Olonne, etc. Ils étaient tous calvinistes. C'était l'arme des calvinistes contre l'accumulation d'or au sein du camp. Voilà. Rien n'est plus idéologique que la piraterie. Quand un ordre mondial s'effondre, la piraterie revient. Et quand une idéologie s'effondre, le crime revient. La preuve la plus célèbre, on l'a vu 10 fois au cinéma, même si on n'a pas fait le rapport, les plus grands bandits et pilleurs de diligence des années 1880 aux États-Unis, les frères Jesse James, étaient d'anciens soldats sudistes, des commandos de Quantrill, qui s'étaient mis à leur compte et qui attaquaient les banques et qui leur disaient, qu'il écrivait quand il donnait des interviews, « In the name of the lost cause », au nom de la cause perdue, la cause perdue. Vous voyez que quand on est en train de regarder une situation politique qui dégénère à la fin d'une idéologie, etc., on a ce retour au crime et à la piraterie. Bref, c'est pour ça qu'on a vu ça. Et bien entendu, ma deuxième remarque concerne les GAFAM qui nient au début des vagues terroristes récentes, c'est-à-dire avant le 11 septembre, mais ils étaient bien jeunes, mais en tout cas au moment de la pandémie, n'ont absolument rien vu venir. Les 2 premiers avions qui ont transmis le Covid en Californie ont atterri à San Francisco et ils venaient de Wuhan, direct, tout droit. Il y a des preuves de ça, des traces naturellement, j'invente rien, hein. Et ils n'ont rien vu venir. Ceux qui ont flairé, qui avaient quand même un lézard, c'était des vieux maires de septuagénaires des villes à majorité noire où vous avez une population fragile, notamment à Auckland, qui ont dit bon, on boucle tout, là, ce truc-là, c'est pas bon, mais les GAFAM, avec la data, on va tout vous résoudre, on va tout vous montrer, on voit les trucs des mois en avance. Rien du tout. Hein, rien du tout. Ce sont des faits avérés. J'ajoute que, naturellement, je vais dire un certain nombre de choses ce soir
Et puis, on est obligé d'aller vite. Je ne vais pas à chaque fois sortir le livre en disant Psaume 3 sur les Esséniens, etc. On ne peut pas faire ça comme à la messe, hein. Mais si ceux d'entre vous qui désirent des précisions sur un point ou sur un autre, ils m'écrivent un mail ou ils envoient un mail à Frédéric, etc. Et je leur donnerai, il y a des textes qui ont été écrits, je leur donnerai les preuves. Ça permettra d'aller plus vite. Donc maintenant, où en sommes-nous aujourd'hui ? Très largement au niveau stratégique mondial. Où en sommes-nous ? Précisément en ce moment. Nous en sommes, ce que je vois, ce que j'entends, les gens avec qui je parle, dans des tas de pays, enfin en ce moment c'est un peu plus dur de se déplacer, mais on y arrive quand même, montrent que le projet américain consécutif au 11 septembre, c'est-à-dire l'unilatéralisme, c'est le bordel sur la planète, on va remettre de l'ordre là-dedans parce que voilà, il y en a marre que ça soit le foutoir comme ça international et il faut rétablir l'ordre. Ce projet-là est mort. Il est mort de sa belle mort. Et au minimum, on voit à l'heure actuelle appartir un deuxième pôle dont la puissance s'accroît jour après jour. Ce que je dis ici, je ne le dis pas parce que ça m'enivre de bonheur ou que ça me remplit de tristesse, je le dis parce que je le constate. Et je conseille vivement à ceux qui s'intéressent à l'avenir du monde et des équilibres mondiaux d'aller voir du côté de la puissance montante qui s'appelle l'Organisation de la conférence de Shanghai, où la Russie, où la Chine, l'Iran vient d'y rentrer, avec en sous-main la présence de la Turquie et du Qatar, sont en train de constituer un bloc qui manifestement a décidé de faire en sorte que dans ce qu'on appelle en géopolitique le pivot du monde. Depuis un siècle, le pivot du monde, c'est l'Asie centrale et tout ce qui tourne autour. Celui qui contrôle ce pivot continental contrôle à terme le bloc eurasiatique et donc contrôle le monde. Et il ne reste plus que sa périphérie maritime, c'est-à-dire le continent occidental, le continent américain, à marginaliser ou à prendre en compte. Donc, on en est aujourd'hui dans une situation en avance vers cette direction-là. Et il y a ces deux pôles, et l'organisation de la conférence de Shanghai devient quelque chose de très important. Ce qui a provoqué cette amorce de basculement, alors rien n'est jamais définitif, peut-être y aura-t-il un rétablissement dans l'avenir, mais pour l'instant, ça n'en prend pas manifestement clairement le chemin. Ce qui a comment dire, provoqué ce raidissement des gens qui observaient en disant oui, là, bon, quand même, il se passe quelque chose, c'est bien entendu la chute de l'Afghanistan. La chute de l'Afghanistan pour les États-Unis et l'OTAN est une catastrophe immense parce que le seul aéroport international à portée de la Chine, c'était Kaboul. Il n'y en a pas d'autre, aussi près. Voilà, à proximité du Xinjiang et des bombes atomiques chinoises, à portée du pôle commercial immense de Shanghai, etc. Perdre Kaboul, c'est monstrueux, quoi. D'autant plus que, sans doute, alors il y a des tiraillements parce que rien n'est simple, mais sans doute est-ce la Turquie qui va récupérer la mise en ordre de Kaboul et de ses aéroports, et que la seule raison pour laquelle Erdogan a choisi de rester dans l'OTAN, on a l'impression que lui et Poutine s'entendent plutôt bien, mais que comme l'OTAN est régie par un principe d'unanimité, tant qu'Erdogan reste dans l'OTAN, ben, il paralyse tout. Ah ben non, moi j'ai pas envie. C'est la deuxième armée de l'OTAN, hein. Voilà, c'est l'armée turque, qui est une armée sérieuse, elle l'a montré à plusieurs reprises, a en effectif d'actifs 350 000 hommes et en mobilise 700 000 en une semaine. Laissez-moi, là encore, vous donner un exemple. Contrairement à beaucoup de Français, je connais bien des gens en Turquie qui ont des responsabilités importantes, notamment dans le renseignement. Et en l'été de 2019, j'ai dit à l'un de ses amis, je lui ai dit, je viens de voir à Ankara pour qu'on papote, pour qu'on fasse le point. Il me dit, je ne peux pas sortir, donc j'aimerais venir te voir à Paris, mais là, on est obligé, on est en réserve, donc je suis obligé de rester à côté de mon bureau.
mais viens me voir. Et puis à la dernière minute, il me dit qu'il n'est pas à Ankara, mais à Istanbul, où vit sa maman, qui est une dame âgée et qui n'est pas bien, quoi. Donc, on se retrouve à Istanbul. Et il me dit, viens, je t'amène dîner dans un bon restaurant qui domine le Bosphore. Donc, on prend sa voiture, on sort d'Istanbul sur l'autoroute, et là, sur la droite de l'autoroute qu'on longeait, un mur énorme, avec des barbelés, avec des casemates, avec des miradors, avec des drapeaux turcs. Et on roule le long du mur, et on roule le long du mur, et on roule le long du mur, derrière lesquels il y avait des grands bâtiments verts, des trucs ultra modernes, etc. Et puis, on roule bien un quart d'heure en toute vitesse, comme sur une autoroute. Et à la fin, je lui dis, Bülent, là, c'est l'état-major de l'armée turque. Alors, il rigole, il me dit, non, ça, c'est l'état-major de la 3e division blindée. Je fréquente des établissements militaires français depuis 30 ans. Hein, je donne des cours, je fais des conférences et tout. On n'a pas l'équivalent de ça. Hein, donc, attention, même sur le plan militaire conventionnel, on a affaire à forte partie, quoi, hein. Donc, c'est ça. Et à l'heure actuelle, si vous voulez, l'impression qui se dégage de l'ensemble, il n'y a pas eu de traité, mais c'est d'autant plus vicelard. Et il n'y a pas eu comment dire, de déclaration solennelle entre chefs d'État qui s'étreignent, etc. Mais j'ai l'impression, mon sentiment, ce que me disent les gens qui observent ça, puis j'ai aussi des amis en Iran, vous savez, je ne peux pas aller là. C'est plus facile de les voir à proximité de l'Iran qu'en Iran même, dirons-nous. Mais ce à quoi on assiste, c'est qu'il y a le gigantesque projet chinois One Belt, One Road, là, d'autoroute qui amènerait toute la marchandise chinoise sur divers continents, et que comme la direction chinoise a été très impressionnée par la façon dont Poutine a, sans faiblesse particulière, rétabli un peu d'ordre dans le bazar syrien, il y a maintenant une espèce de sous-traitance de l'ordre dont doit disposer One Belt One Road avec la Turquie, avec l'Iran, et avec la Turquie, l'Iran, et puis avec le fric du Qatar, etc., que tout ça fonctionne dans la même direction. Alors, c'est pour ça que l'échec en Afghanistan est extraordinaire, mais il était prévu. Les Américains, dans leurs entreprises néocoloniales, finissent toujours par s'en aller. À un moment donné, ça les gave, alors ils s'en vont, hein, et il fallait savoir. Et bien que ce soit en apparence des ennemis mortels, mais on n'est pas dans notre logique. Ça fait 10 ans, je le sais par des gens dont je peux vous garantir que leurs informations sont bonnes, parce que c'est un monde qu'ils connaissent très bien, que ça fait 10 ans que les gardiens de la révolution iraniens bavardent avec les talibans, bavardent avec tous les gens dans la région, et les entraînent et les équipent et se préparent à ce jour-là. Alors, la réaction de l'Européen ou de l'Occidental de base, dire « mais t'es fou, enfin c'est des sunnites, les autres c'est des chiites, ils se haïssent ». Non, 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 ça n'existe pas. Et c'est justement ce que j'ai tenté d'expliquer, parce que c'est assez incompréhensible dans notre façon cartésienne de raisonner, dans le livre qui s'appelle « À qui profite le djihad », c'est l'explication de ce qu'est la stratégie indirecte. La stratégie indirecte, c'est l'ennemi de mon ennemi et mon ami. Et donc, même si à terme, on est destiné à s'entretuer, le moment sur le champ, voilà. Alors, dans tous les écrits de Bin Laden et d'Al-Qaïda, il y a le fait de haïr les chiites, de les considérer comme des hérétiques, comme des chrétiens déguisés en musulmans. Il y a une expression en arabe pour désigner les chiites qui est aussi injurieuse que, je ne sais pas dire rital pour italien, mais encore bien pire, vous voyez, un truc vraiment ordurier sur les chiites, et Bin Laden ne les décrit jamais autrement, n'écrit jamais, ne parle jamais des chiites autrement que sous ce nom. Et cependant, dès la première heure, ils sont hébergés en Iran, ils sont planqués en Iran. Encore aujourd'hui, il y a des hauts responsables d'Al-Qaïda en Iran. Pourquoi? Parce que l'Iran a fait d'Al-Qaïda un pitbull qui garde en laisse chez lui,
Et quand le petit Mohamed bin Salman ou autres les enquiquinent, ils disent, vous voulez qu'on lâche les pitbulls? Donc, alors fichez-nous la paix et faites comme on a dit. Voilà, c'est devenu une arme de la stratégie indirecte. La stratégie indirecte, elle se pratique de façon millénaire autour de la Méditerranée orientale. Je vais vous lire un petit extrait d'un texte. Quand je faisais des cours à l'école de guerre, au moment de la guerre civile du Liban, j'avais beaucoup traîné au Liban à l'époque, donc c'est moi qui faisais le cours à l'école de guerre là-dessus. Et je leur disais, je vais commencer le cours par vous lire un petit texte. Le petit texte, le voilà. Je cite, « Ainsi, de cité en cité, la guerre civile étendait ses ravages. Dans celles qui furent touchées les dernières, les factieux, instruits de ce qui s'était fait ailleurs, allèrent plus loin encore dans la voie des excès révolutionnaires grâce à une technique perfectionnée de l'insurrection et à des méthodes de terreur, hein, notez bien, inouïes. Chaque fois, c'était aux forcenés que l'on faisait confiance et l'on se défiait de ceux qui les contredisaient. L'auteur d'un attentat réussi passait pour un grand esprit, mais on jugeait plus habile encore celui qui flairait un complot. Ni les uns ni les autres ne s'embarrassaient de scrupules, mais on prisait davantage les hommes qui savaient mener à bien les entreprises détestables en les couvrant avec de grands mots. Quant aux citoyens d'opinion modérée, ils tombaient sous les coups des deux partis, soit parce qu'ils refusaient de combattre avec eux, soit parce que l'idée qu'ils pouvaient survivre excitait l'envie. Et mes gens que j'avais en face de moi disent « ouais, c'est ça. » Voilà. Et je leur lisais la dernière ligne du texte. Et c'est ainsi qu'avec les luttes civiles, toutes ces formes de dépravation se répandirent en Grèce. Alors là, ils me disaient « non, monsieur, vous voulez dire au Liban ?» Je disais « non, c'est dans la guerre du Péloponnèse, c'est dans Thucydide. » Voilà. Donc, vous voyez que ce genre de guerre où tout se mélange, où tout se fait à front renversé, où c'est un chaos absolument indémêlable, c'est pas nouveau dans la région, ça se fait. Et pourtant, nos dirigeants et même, hélas, parfois nos services ont du mal à comprendre ça, que l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Et sur le moment, OK, quand il s'agit de détruire l'ennemi, on se met d'accord. À plusieurs reprises, les gens de l'État islamique ont protégé d'autres factions islamistes, les soldats de l'armée de Bachar, parce que ça les intéresse à ce moment-là. Et un an plus tard, il les retrouvait au même endroit, il les massacrait. Mais ça n'étonne personne, c'est la règle du jeu. Voilà. Et cette règle du jeu-là, eh bien, tant qu'on ne l'a pas comprise, et nos amis américains se sont fait une spécialité de ne rien comprendre de ce qui se passait à l'étranger, et là, ils l'ont encore moins compris. Enfin, la mentalité des tribus pashtunes qui sont à l'heure actuelle connues sous le nom de talibans, mais qui existent en temps tribal de manière millénaire, leur mentalité, c'est à peu près, vous voyez, l'Albanie au XIVe siècle. Je ne dis pas l'Albanie au hasard parce que les Pashtuns qui forment les talibans, quoi. Il y a que des, en gros, les talibans, c'est les Pashtuns, quoi. Le reste, c'est très marginal. Les Pashtuns, comme les Albanais, ont un code coutumier tribal qui n'a rien à voir avec l'islam ou avec quoi que ce soit. Mais je le prouve, quoi. Le Kanun en Albanie, il est respecté par les Albanais catholiques de Shkodra, ancienne colonie de la République de Venise, par les Albanais musulmans soufis du milieu du pays et par les Albanais orthodoxes de Gjirokastre, enfin Gjirokastro en grec, et du sud de l'Albanie. Quand un de mes copains était le représentant de l'agence France-Presse dans les Balkans, il a été voir les gens de Shkodra au moment où le pape Jean-Paul II y avait été. Alors, il allait voir en disant « Vous êtes content de voir le pape ? Ah, sa sainteté, c'est une illumination pour nous, etc. » Mais il dit « Vous savez, vous êtes catholique ? Oui, oui, oh là là, le pape, sa sainteté. Mais la vendetta, c'est interdit par l'Église. Ah ben ça, c'est autre chose. Ça, c'est le canon, vous voyez. Donc, mais si jamais le pape dit qu'il est interdit de tuer et que vous avez un cousin, ah ben on ira le tuer, mais vous savez, sa sainteté, c'est très important. Vous voyez, c'est deux couches, quoi, qui ne se touchent pas. Et le partounois, là, le code tribal des Pashtuns, il n'a rien à voir du tout avec l'islam. Ils n'ont pas rendu Bin Laden aux Américains, ils en avaient peut-être rien à foutre de Bin Laden, mais on ne donne pas un autre chez soi, on ne balance pas, on ne livre pas à l'ennemi quelqu'un qu'on a accepté comme autre chez soi. Et ce qui a bloqué à l'époque, ce n'est pas du tout quelque chose d'islamiste, et même l'habitude de couvrir les femmes en niqab, etc., en Afghanistan, c'est totalement anti-islamique, ça n'a rien à voir.
Mais les gens somnubilent, de même qu'ils somnubilent sur le fait qu'Erdogan est un islamiste. J'ai mes copains turcs qui ont des fonctions éminentes, hurlent de rire quand je leur dis ça. Ils me disent, mais comment dire, Erdogan, il est islamiste comme Mitterrand était socialiste, tu vois. C'est un opportuniste absolument parfait. Et comme il ne pouvait pas contrer directement les kémalistes qui étaient laïcs, il a contourné en prenant l'alliance. Il s'est allié pour ça avec Fethullah Gülen, et qui était le chef des frères musulmans, de fait, pour créer l'AKP. Dès que Fethullah Gülen a commencé à prendre trop d'importance, eh bien, il y a eu ce providentiel coup d'État de 2016 et il a exterminé tous les frères musulmans à l'intérieur. Et quand je vous dis la stratégie indirecte, Erdogan continue à s'appuyer sur les frères musulmans au Soudan dans des taux de pays arabes, mais il les a tués chez lui. Vous voyez, il faut arriver à se sortir du tiers exclu. Si tu es sunnite, alors tu n'es pas chiite. Si tu es gentil, alors tu n'es pas méchant. Et ça, nos amis américains ne l'ont pas compris en Afghanistan, au point où vous avez affaire à des gens qui sont, comme je vous dis, comme les Albanais du XIVe siècle. Et il y a des sénateurs américains qui ont été voir le gouvernement qu'ils avaient mis en place, fantoche, là, à Kaboul, en leur disant, vous savez ce que vous devriez faire à Kaboul, ce qui serait bien, ben vous devriez organiser une gay pride, parce que chez nous, il y a des féministes et des LGBTQ, W, machin, et ça leur ferait vachement plaisir. Alors, naturellement, les types n'avaient pas idée, ils imaginaient ce que pouvait être une gay pride, le concept même leur échappait complètement, donc ils ont demandé, et quand ils ont compris, ben voilà, les Américains étaient morts. Dès le lendemain, les mecs étaient avec les talibans, disant j'envoie mes enfants chez toi, parce qu'avec ces fous-là, Dieu sait ce qui peut leur arriver. Ils vont se faire violer par les mecs qui défilent dans les rues, ça a été une horreur. De ce jour-là, c'est fini. Voilà. Donc, nos frères américains sont assez peu doués pour les guerres coloniales. Maintenant, l'Afrique. L'Afrique, nous sommes en train de nous faire jeter de partout. Nous nous faisons jeter de partout. De tout le continent. Dernier exemple, le Mali. Là aussi, j'ai eu des étudiants, pas rentrer dans les détails, mais un des grands patrons du renseignement militaire malien est un de mes anciens étudiants, donc il vient de temps en temps à Paris, on parle, etc. On est en train de se faire jeter par les Russes. Et là où on ne se fait pas jeter par les Russes, on se fait rejeter par l'alliance extraordinairement efficace de la Turquie et du Qatar. Les Turcs arrivent précédés par les chèques qataris, quoi, enfin les chèques, le pognon, quoi, les carnets de chèques, pas chèques au sens seigneur, mais ils arrivent précédés du pognon qatari. Et ça marche. Et on est en train de se faire jeter de partout. Récemment, là aussi, on ne peut pas aller très profond dans les détails, mais vous avez vu qu'une grande entreprise française, une entreprise majeure française, qui est Total, était obligée de quitter le Mozambique, où ils avaient des gros projets et déjà beaucoup investi, mais partir, mais alors vite fait, quoi, parce qu'il y avait soi-disant l'État islamique. Alors, quand on gratte derrière, voilà, on se demande si c'est... on réfléchit, on se dit, mon Dieu, mais à l'heure actuelle, où est-ce qu'il subsiste l'État islamique? Il subsiste dans la petite poche de la Syrie que contrôle encore la Turquie. C'est là qu'ils sont, et nulle part ailleurs, enfin ceux qui sont libres et vivants, quoi, je veux dire. Et ben voilà, quoi, c'est pas difficile de comprendre qui ça intéresse de nous fiche dehors du Mozambique, et vous allez voir que d'ici peu, toujours ce que je vous ai dit sur World Bank Road, vous allez voir qu'il va venir se proposer pour exploiter les pétroles et le gaz mozambicains, et qui, eux, auront nulle sorte de souci avec, ouvrez les guillemets, l'État islamique, fermez les guillemets. Je vous ai dit tout à l'heure, Al-Qaïda, pitbull de l'Iran dans le cadre de l'ennemi de mon ennemi et mon ami. À l'heure actuelle, ce qui survit de l'État islamique, que ce soit pendant la guerre au Nagorno-Karabakh, là-haut, que ce soit en Libye ou que ce soit un peu plus loin en Afrique, qui contrôle. Voilà. Donc, il semble qu'on ne soit pas suffisamment prudent et qu'on ne soit pas suffisamment attentif à ces choses-là. Et tout cela se comprend uniquement par le concept de stratégie indirecte, qui fait que bien, voilà, Erdogan
pas lui, hein, parce que bien entendu, il serait stupide de croire que le jour où il fait une mauvaise grippe ou le jour où Poutine a comment dire, une embolie cardiaque, on est tranquille parce que leurs successeurs seront des partisans de Mère Teresa à jour de cotisation. C'est naturellement un système qui est en place. Depuis 10 ans, il y a un recrutement forcené de jeunes types choisis parmi les plus durs dans toute la Russie. Et je peux vous dire, parce que j'y vais aussi, je connais du monde, je vois des généraux là-bas, que ce qui va remplacer les gens avec Poutine, ce ne sera pas non le bonheur et l'adhésion tout de suite à l'Union européenne, ça va être bien plus dur que maintenant. Même chose en Turquie. Erdogan s'est remis bien avec les kémalistes, et mes copains me disent en riant, regarde année après année dans ces meetings le portrait de Kemal Atatürk qui double de taille. Voilà. Quand il y avait l'influence des gens de Gülen, il y avait eu des procès faits aux militaires, mais ça, Erdogan, c'est un pied noir, quoi. C'est un Turc de Géorgie. Donc, comme tous les Français de l'étranger qui étaient patriotes parce qu'ils venaient des régions marginales et qu'ils n'avaient pas envie d'être débordés par le reste, lui, et donc quand il a vu que, vous avez vu les frontières de la Turquie, c'est les frontières les plus épouvantables au monde. L'Iran, l'Irak, la Syrie, pardon, l'Arménie, enfin pour eux, c'est sans doute le pays au monde qui a les frontières les plus problématiques. Un pays comme ça ne peut pas se passer de son armée. Donc quand Erdogan a compris que Fethullah Gülen et les frères musulmans, voilà, et depuis les chefs kémalistes de l'armée ont été remis en place, il leur a fait comprendre que la synthèse turco-islamique, c'était dans la sphère personnelle que ça n'était pas. Et aujourd'hui, le pouvoir d'Erdogan, pour aller vite, c'est Franco, national-catholique, Salazar, national-catholique, Erdogan, national-musulman. Voilà, c'est ça. Et avec une grosse armée et avec quand même la capacité de manipuler des groupes terroristes qui nous posent des soucis sérieux en Afrique. Hein. Voilà. Je vais vous donner un exemple parce que celui-là, il est encore chaud, mais il remonte un peu plus loin. À Beaujour, il y a eu le faux coup d'État en 2016, là. Enfin, le coup d'État bizarre, dirons-nous, en Turquie. À la suite de quoi, les Turcs ont regardé les réactions des gens. Et la première réaction des États-Unis remonte pratiquement à 9 heures après. Bon, c'est énorme, ça, d'ordinaire, dans le quart d'heure, non, pouvoir légitime, pas question, etc. Là, au bout de... Les Turcs attendent, et puis ils attendent, et puis ils attendent, et puis là, au bout de 8-9 heures, ouais, bon, pas terrible, etc., mais quand même très mou. Comme Fethullah Gülen est réfugié aux États-Unis, les Turcs ont fait 2 et 2 font 4. Quoi. Et à la suite de quoi, après, sur un autre continent, vous avez sans doute vu que des officiers, enfin des militaires américains, des forces spéciales avaient été tués dans la zone des 3 frontières, là, entre le Mali, les pays voisins et tout. Et ça a été mis sur le dos des islamistes, c'était, voilà, nous faites pas le coup 2 fois. Voilà, c'est une réponse turque du berger à la bergère, cette affaire-là, dans lequel 4 sous-officiers des bérets verts ont été tués au fin fond de l'Afrique. C'est du style, jouez pas trop avec nous, hein, quand même. Voilà. Donc, ce sont des pays qui sont capables de répondre. Les gens de Wagner en Afrique se conduisent de manière parfaitement féroce, hein, et ils ne passent rien, ils ne loupent rien. Et quand vous voyez ce qui se passe là où ils sont, alors là, la presse française, elle ne fait pas son boulot, quoi. Successivement, en République centrafricaine, l'ambassade de France brûle, il y a un incendie, les locaux techniques, et le siège d'Orange brûle. Toutes les télécoms de la République centrafricaine qui crament. Là, il y a eu un incident dans le local technique, etc. Bon, et qui arrive derrière pour dire oui, mais non, mais on peut vous proposer mieux. C'est Huawei, bien sûr. Hein. Vous voyez, One Belt, One Road, et puis il y a les Russes sur place. Alors, les Russes, ils sont plus doués pour la guerre, les Chinois sont plus doués pour le commerce, et hop, les uns agissent et les autres arrivent derrière en disant carnet de commande, regardez, voilà, on va vous faire ça beaucoup mieux, et puis nous, ça brûlera sans doute moins, quoi. Voilà, c'est ça qui se passe à l'heure actuelle. Et j'ai l'impression que
bien entendu, c'est des marchés, bien entendu, c'est notre commerce extérieur, bien entendu, c'est notre rayonnement à l'étranger. J'ai l'impression qu'on a affaire à l'heure actuelle à des gens qui sont singulièrement amorphes vis-à-vis de ça. Le Drian en est très conscient, mais le président lui interdit beaucoup de choses et beaucoup d'initiatives. Il y a des gens des Africains qui viennent en France en disant au secours, on n'a plus d'interlocuteur, quoi. Voilà. Donc, alors c'est bien de s'intéresser à Wall Street et à la City de Londres, mais enfin quand même, là, voilà. Donc nous, c'est ce qu'on constate quand on parle avec des gens de ces pays-là et qu'on les connaît bien depuis longtemps. La notion de... C'est des pays où le fait d'être le vieil ami ou le bon ami de quelqu'un, que ce soit en Chine ou en Turquie ou en Iran, etc., ça compte. Alors les gens, ils vous disent des choses. Une fois, j'étais près de l'Iran, j'étais à Mascate. Et il y avait des Iraniens dans la petite réunion, là, et on était en train de parler de ce qui venait de se produire, c'est-à-dire le fait que les Américains avaient scratché le général Soleimani des Gardiens de la Révolution. Alors, comme je savais que c'était une idole en Iran, alors il y avait deux, trois éminents personnages du sultanat d'Oman et puis un ou deux de leurs amis iraniens qui étaient là. Je dis quand même, c'est affreux ce qui s'est passé avec Soleimani. Et là, je vois les types se regarder les uns les autres, le genre de truc on se regarde avec maman, on dit au petit que le Père Noël n'existe pas, on attend encore un peu de regard du style. Et puis il y en a un Iranien, ce sont des gens qui parlent merveilleusement le français, qui me dit ah oui, c'est un grand malheur. Nous avons beaucoup pleuré sa mort. Vous savez, les chiites, ils n'arrêtent pas de pleurer dans toutes les mosquées, le martyr de l'imam Hussein. C'est une religion lacrymogène, quoi. Donc ils disent nous avons beaucoup pleuré, mais d'un autre côté, enfin, il avait pris un peu d'importance. Et puis, toutes ces opérations secrètes payées en liquide, ça finissait par devenir bien cher et on ne sait pas trop où passait l'argent, voyez-vous, cher ami. Ils étaient en train de me déniaiser, mais il est clair, d'après ce... Il y a un des personnages avec qui je parlais, qui est un des gestionnaires de l'énorme galaxie d'entreprises des frères, des gardiens de la Révolution. C'est sans doute plus de 10 000 entreprises dans le monde entier qui dépendent de ce truc-là. Il y en a de l'Argentine jusqu'à la Thaïlande. Et donc, c'est un gros businessman, mais lui-même ancien des gardiens de la Révolution, etc. Il est en train de dire, notre ami français, il faut peut-être qu'on lui apprenne un petit peu la règle du jeu. Et voilà, à un moment donné, et ce type termine, les Perses sont très suaves, vous savez. Il dit enfin, il reste à espérer que son successeur enfin, obéira mieux à notre guide Ali Khamenei. Ça sera peut-être une utile leçon. Pouf! Moi, j'ai avalé ça. Ah bon, ah très bien, etc. Donc, vous voyez, voilà, l'Amérique se déchaîne. Ok, ils ont aidé les Iraniens à se débarrasser d'un mec qui les emmerdait, quoi. C'est tout. Donc voilà, si je le sais, naturellement, beaucoup de gens peuvent le savoir. Je ne suis pas Madame Soleil avec une boule en cristal et je vois des gens qui me parlent, mais sans doute parlent-ils à d'autres. Et ce que j'apprends à cette occasion-là, ce qu'on me dit, se lit et se constate et se voit quand même fort peu dans nos médias, dont on se demande, pour parler haut et clair, ce qu'ils foutent sur ces sujets, parce que, voilà, le décès du filou Bernard Tapie a beaucoup d'importance et ça en a peu, quoi. Voilà, donc je voulais faire un petit tour d'horizon comme ça pour vous dire, nous, ce qui nous préoccupe et pourquoi je m'en occupe, parce que c'est à chaque fois les stratégies indirectes, les guérillas, les armées, les machins. Et il y a récemment, par exemple, aux États-Unis, ils ont publié un énorme texte de 600 pages sur la stratégie et l'intelligence artificielle, sur lequel il y a la liste de toutes les menaces. Enfin, les États-Unis viennent de se faire foutre à la porte d'un pays stratégique par 70 000 gardiens de chèvres, alors qu'ils avaient soi-disant inventé une armée factice sur place qui en avait 300 000. Les talibans, c'est 60 à 70 000 hommes, jamais plus. En plus de ça, parmi les choses que tout le monde pouvait savoir et juger, c'est d'où venait la manip des talibans. La manip des talibans, elle a été inventée sous Ali Bhutto en 1973 par son conseiller en sécurité
qui s'appelait le général Nasrullah Babar Khan, qui lui-même est un Pashtun de la Pashtun pakistanais, parce que bien entendu, les Anglais faisant toujours tout de manière vicieuse, et les Pashtuns sont coupés en deux entre l'Afghanistan et le Pakistan. Et à l'heure où on vous parle, mais là aussi, ça doit être dans 50 géographies, etc. La raison, on me dit oui, mais les Pakistanais, ils se préoccupent beaucoup de l'Afghanistan. Et pour cause, il y a plus de Pashtuns chez eux qu'en Afghanistan. Entre les 20 millions de Pashtuns indigènes au Pakistan, enfin, du côté de ce qui n'a jamais été défini comme frontière. Vous savez, il y a du pointillé, il y a marqué Durand Line, le Durand en question qui était un Anglais, ça devait être un huguenot français qui avait immigré là-bas. Et donc, c'est lui qui a dit, ben voilà, on va faire une frontière ici, mais les Pashtuns sont des deux côtés. Voilà. Alors, donc la Durand Line, plus les réfugiés, parce que c'est la guerre civile en Afghanistan, au Pakistan, il y a plus de Pashtuns au Pakistan qu'en Afghanistan. Enfin, vous voulez qu'ils s'en désintéressent? C'est de la folie. C'est pas possible. Et donc, ce sont ces généraux qui ont monté dès le père Bhutto, qui a été renversé, coup d'État, Zia-ul-Haq, et dès que la fille Bhutto a succédé à son père, 15 ans après, une fois que Zia-ul-Haq est tombé de son hélicoptère de manière un peu bizarre, donc elle a repris l'affaire, et donc l'histoire des talibans, c'est-à-dire de confier l'Afghanistan à la tribu la plus nombreuse qui était capable de faire régner un minimum d'ordre dans le Boxan, c'est une idée, comment dire, du Pakistan et des généraux pakistanais. Et là où on en a eu la confirmation. Alors, ce qui est bien avec le Pakistan, c'est qu'ils ne se comprennent pas entre eux. Les gens du Sindh ne comprennent pas les Pashtuns, et les gens de la frontière de la province du Nord-Ouest, les Baloutches, ne comprennent pas les gens de Lahore et puis du Pendjab, etc. Donc, tout ce qui est important au Pakistan, c'est en anglais. Donc, c'est facile. Et en 2015, l'homme qui avait monté toute la mécanique, qui était le patron du service de renseignement pakistanais à l'époque, ISI, il s'appelait le général Hamid Gul, c'est le grand patron de l'école de géopolitique pakistanaise. Il savait qu'il allait mourir bientôt, et pour la première fois de sa vie, c'est des gens très discrets, il a pris la parole à un talk show en langue ourdou, là, qui est la langue véhiculaire du Pakistan, au nord. Et il a dit au cours de ce talk show, c'était en 2015, c'est avant le désastre. Est-ce que cette conversation-là, qui a fait l'effet d'un coup de tonnerre dans tout le Pakistan, a simplement été prise en compte par les Américains? Ils ont continué exactement comme avant, ils n'ont pas fait gaffe du tout. Le type dit, Hamid Gul, il dit, un jour, l'histoire saura que l'ISI, donc les services de renseignement pakistanais, ont d'abord vaincu l'Union soviétique avec l'aide des États-Unis, et dans un deuxième temps, ont vaincu les États-Unis, petit silence, avec l'aide des États-Unis. Voilà, ils les ont couillonnés d'un bout à l'autre. Ce sont des gens infiniment subtils, ce sont une aristocratie du nord du Pakistan qui est héritière de l'Empire moghol. Ils ont l'Empire moghol qui était un empire de culture perse. C'est pour ça qu'il y a des miniatures, alors que dans l'islam sunnite, il est interdit de reproduire la figure humaine. Les miniatures mogholes, c'est la preuve qu'ils étaient imprégnés par, même s'ils pratiquaient un islam assez écuménique, ils étaient très marqués intellectuellement par le chiisme perse. Et donc, c'est eux, ils ont roulé les Américains, mais comme dans un bois. Enfin, pendant des années, naturellement, ils ne voulaient pas leur livrer Bin Laden. Et donc, à la fin, un éditorialiste du New York Times a fini par dire, mais enfin, ça fait 15 fois qu'ils nous livrent le numéro 3 d'Al-Qaïda. Il y en a combien de numéro 3 d'Al-Qaïda? Ils disent, regardez, par exemple, IBM, ah ben, c'est une entreprise, alors il y a un président, un directeur général, il y a 5 mecs en dessous, il n'y en a pas 15. C'est quoi cette histoire? Ils ont fini par se rendre compte qu'ils avaient été une fois de plus couillonnés comme au fond d'un bois. Et donc, voilà, donc c'est ça l'importance de comprendre la culture des gens, de comprendre les stratégies et tout. Et c'est à ça qu'on s'acharne, un peu par défaut, parce que enfin, parfois on se sent un peu seul, quoi. Sur ce qui se passe. Et alors, j'en termine là-dessus, les gens, quand vous les voyez dans différents pays, ils vous parlent des choses à partir du moment où ils ont conscience que vous les comprenez, que vous les suivez sur ce terrain-là.
par exemple, en Afrique, il y a ce qui s'appelle les histoires, en langage codé, poli en français, les histoires de cousinage, qui sont les guéguerres entre tribus. Tant que vous n'avez pas commencé à leur montrer que vous connaissez ce truc-là, ils ne vont pas vous en parler, ils vont me prendre pour des fous, quoi. Les Toubabs, ils ne connaissent pas ça, quoi. Mais donc, à partir du moment où, après ça, ils vous racontent, ils disent, ah, mon cousin lui arrivé ici et ça les fait hurler de rire. Mais naturellement, ils sont très restrictifs devant ceux dont ils pensent qu'ils ne comprennent pas et ils ne suivent pas. Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut aller. Il ne faut pas faire comme un de nos anciens présidents qui arrivait aux Émirats arabes unis et qui repartait 3 heures après. Les peuples qui ont encore une histoire ont horreur de ça. Ils appellent ces gens-là les pigeons voyageurs et ils ne leur disent rien. Si vous voulez être bien reçu, alors tout est fliqué, hein, par exemple dans le Golfe Persique, vous arrivez de l'avion, vous descendez à votre hôtel, vous dites rien à personne et 2 jours après, hey, Mr. Xavier, the Sheikh will see you tomorrow morning, Inch'Allah. Ils savent que vous êtes là, mais il faut attendre, il faut être patient. Et il faut prendre le temps de la discussion. Il ne faut pas commencer par dire, bon, alors où est-ce qu'on en est? Le mec va vous parler de la vie amoureuse du scarabée doré pendant 2 plombes, vous vous dites oui, mais à la fin, bon, alors maintenant, voilà. Et puis aussi, comment ils vous reçoivent. S'ils vous reçoivent dans le palais officiel avec tout le grand appareil, etc., c'est pas très bon. Et si vous êtes reçu dans la baraque Algeco où le mec vit vraiment derrière le palais, il est en jean et il y a un whisky sur la table, donc là, on peut parler sérieusement. C'est comme ça. Mais c'est des règles, il faut le savoir. Voilà. Donc, je vous ai expliqué un petit peu d'où venait mon savoir, c'est-à-dire de contact patient, long et de longue date avec tous ces gens-là. Et maintenant, cher Frédéric et chers amis, les questions, ben, j'y suis prêt s'il y en a. Merci beaucoup, Xavier, sur… Alors, ceux qui ont les questions à poser peuvent naturellement remonter le son, quoi. Ça va de soi, autrement, j'entendrai rien. Oui, je vois que François Martin, vous voulez parler? Oui, oui. Bonsoir Xavier Roffer. Je vois que vous n'avez pas perdu votre belle verve depuis la conférence HEC que vous nous aviez donnée il y a quelques années, qui nous avait laissé un grand souvenir pour HEC Géostratégie. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Oui, oui, j'ai été souvent là-bas. Oui, oui. Je partage absolument votre diagnostic sur l'Afrique et je suis moi-même effaré de la politique que l'on mène, où en fait on est au cœur du dispositif de sécurité, même si on n'est pas très fort. On est chez notre principal client. À l'intérieur, il y a tous les concurrents qui attendent à la porte et on dit au client, si tu ne m'achètes pas les chaussures au prix que je veux, je m'en vais. Alors, je pense que c'était exactement la même dernière des choses à faire. Et il est clair que l'Afrique sera la grande affaire du XXIe siècle. Et on a la chance d'avoir un petit peu d'avance ou un petit peu d'antériorité sur les autres. Comment est-ce qu'on peut être aussi bête et se débrouiller aussi mal avec nos atouts et risquer de perdre au profit des Turcs, des Russes, des Américains, de tout le monde dans une situation comme celle-là. Voilà, c'est ça que je voudrais partager avec vous. Alors, je vais vous dire, à la fin, c'est simple. Il y a une idéologie qui a envahi la planète, qui emmerde tout le monde, pour parler clairement, qui est une espèce de vision fausse et pseudo-humaniste de ce qu'on appelle les droits de l'homme. Je vais vous dire, compte tenu des endroits où j'ai passé mes jeunes années politiques, je n'étais pas forcément le héros favori en Algérie. Des gens avec qui j'ai discuté ultérieurement pendant la guerre civile en Algérie, eussions-nous été face à eux 30 ou 40 ans avant, on s'entretuait, quoi. Bon. Mais bon, j'ai été les voir parce que j'avais été à Londres dans les conférences à l'époque du Londonistan, où c'était à l'époque où ils accueillaient tous les islamistes du monde entier. Alors, il y avait des raisons pour ce faire. Il y avait des raisons notamment de renseignement, mais quand même, le soutien était un peu outrancier. Donc, il y avait l'équivalent du Palais des Sports à Londres, où il y avait 500 sortes d'islamistes
qui avaient des stands, etc. Et moi, tout bêtement, quoi. J'y venais avec une stagiaire de l'Express qui était fille de harki, donc elle avait un petit voile, etc. Elle parlait l'algérien, l'arabe algérien, etc. Donc on se promenait là-dedans. Et chaque année, en 2 ou 3 ans, il y avait de plus en plus de brochures de groupes islamistes algériens. C'était avant le début de la guerre civile, 86, 87, 88. Et donc je rentre à Paris et j'en parle. J'ai eu un étudiant algérien au début à l'Institut de criminologie, qui aujourd'hui en Algérie, il a des fonctions, je ne peux pas donner de nom ni rien, mais il a des fonctions tout à fait importantes en matière de sécurité, tout à fait importantes. Et centrales, je dirais même. Et je lui dis, dis donc, ça commence, il me dit, ouais, mais chez nous, ils ne comprennent pas trop bien, etc. Et puis un beau jour, j'ai été invité à Alger. Ils m'ont dit viens nous voir, etc. Passe à l'ambassade, ils te fileront un visa, il faut que tu viennes vite. Et là, j'avais eu, hors de ce garçon-là, j'avais eu plusieurs étudiants algériens à l'Institut de criminologie qui s'étaient inscrits comme élèves commissaires de police en Algérie. Donc, ils avaient été inscrits comme ça et tout. Et quand j'arrive à l'aéroport d'Alger, le mec qui faisait le contrôle, il dit « Vous allez au salon là ?» Alors, j'ai dit « Vous êtes sûr que c'est moi ? Moi, je suis un petit prof, hein, les salons VIP. » Alors, il me dit « Si, vous y allez. » Et là, je vois les 3 ou 4 garçons en question qui se marrent. Et en réalité, ils n'étaient pas du tout élèves commissaires, c'était déjà des cadres du renseignement algérien, du DRS. Sous couverture quand ils sont en dehors de leur territoire. Alors depuis, j'ai parlé avec eux, j'ai noué des contacts, mais la première chose que j'ai fait, je leur ai dit, le cri du cœur, je leur ai dit, voilà, là, c'est plus le criminologue qui vous parle, c'est le père de famille. Hein. Je n'ai pas envie que mes enfants grandissent avec l'émirat islamique d'Algérie juste en face de nous et quand même un certain nombre d'éléments déjà sur le territoire. Donc, faites ce que vous avez à faire. Je ne vous emmerderai pas avec les droits de l'homme. C'est voilà. Donc, c'est pas. Et puis, peu de temps après, j'ai vu un autre haut responsable algérien qui, lui, dans ses fonctions, avait rencontré le ministre de la Justice à Washington. Et le ministre de la Justice lui avait fait le coup des droits de l'homme, etc. Le général algérien en question, qui l'écoute patiemment, après ça, il me l'a dit, il me l'a raconté lui-même. Je me suis levé, je lui ai dit, monsieur le ministre, je m'en vais. Alors l'autre, il dit, mais pourquoi ? Enfin, c'est injurieux. En pleine réunion officielle au Department of Justice à Washington, et il dit, voilà, parce que les droits de l'homme, chez nous, c'est pour les hommes, vous comprenez ? La semaine dernière, on a arrêté des types, ils étaient déguisés en femmes, ils allaient faire sauter une bombe sur un marché où il n'y avait que des femmes et des enfants. Alors pour nous, ces gens-là, ce n'est pas des hommes, c'est des chiens. Les droits de l'homme, c'est pour les hommes, nous les chiens, on les tue. Au revoir, monsieur le ministre. Et il lui a claqué la porte au nez et il l'a envoyé promener. Voilà, il ne faut pas agacer les gens au-delà du nécessaire. Alors je vais vous dire encore autre chose qui est plus récent, qui prouve à quel point les Américains déraillent complètement. Il y avait dans la coalition anti-État islamique en Syrie des bombardements. Et à une réunion un jour, arrivent les Français face aux Américains pour discuter des bombardements. Je vous jure sur la tête de mes enfants que c'est la réalité. Les types n'en revenaient pas. Et dans la délégation américaine, il y avait des militaires, l'armée de l'air, etc., forces spéciales, tout ça, et puis un groupe de civils. Alors les Français arrivent, ils disent, c'est qui les civils là-bas ? Ils disent, non, c'est les juristes. Alors les Français disent, ah bon ? Et puis ils commencent la discussion en disant, alors voilà, dans tel endroit, on a repéré, il y a des islamistes, etc. Alors les juristes s'agitent, je vous jure. Et il y en a un qui dit, non, on ne peut pas bombarder là-bas parce qu'il y a des cigognes très rares en cours de nidification, et donc ce n'est pas possible. Après ça a été les rats musqués, machin, le truc, les plantes, truc. Et donc, à la fin, le représentant du ministre a dit oui, très bien, bon, pas de problème. Alors, il est rentré et il a dit à Le Drian, Le Drian dit bouge pas, il a appelé Chouigou, le ministre de la Défense russe, il dit non, j'ai une liste, il dit ok, on s'en occupe, t'inquiète pas. Le nettoyage sera fait demain. Enfin, qu'est-ce que vous pouvez faire avec des alliés pareils ? Ils sont devenus dingues. J'ai été une fois invité par l'émir d'un des Émirats arabes unis. Il y avait par malencontreux
idées une photo de son gouvernement de l'Émirat, le petit chèque avec les petits… voilà. Et le truc est tombé à Washington sous les yeux d'une dame féministe, compartiment d'âme seule, pour dire les choses gentiment, qui a poussé des hurlements, dire il n'y a pas de femmes dans le gouvernement de l'Émirat, machin truc chose, nous exigeons des femmes, autrement on va manifester, on va s'immoler par le feu, etc. L'ambassadeur convoque l'Émirat, il faut des femmes. Alors, les mecs, je dis, ils ne comprenaient pas, quoi. Ils ne comprenaient pas. Alors, il faut, je crois qu'une manière très simple de retrouver le respect et la compréhension de ces pays-là, c'est d'éviter, pardon de la grossièreté, de les faire chier à tout propos avec des histoires qui leur sont absurdes. Vous vous rendez compte, une gay pride à Kaboul. J'ajoute que dans l'émirat en question, c'est d'autant plus absurde que chacun sait que c'est les femmes qui dirigent. Qu'à la suite de quoi ils ont dit « Ouh là là, bon, alors un copain leur a dit « Attendez, on connaît un prof, il va peut-être essayer de vous trouver une solution. » Donc, je dis « Il faut que j'aille vers le cheikh. » Il me dit « Non, non, il faut aller voir la cheika. » Alors, je dis « Bon, mais comment je m'adresse à elle ?» On voit toujours, les femmes, elles sont dans le gynécée, qu'on ne les voit jamais, même si c'est elles qui dirigent. Alors, bon, je dis « Ok, je vais très bien, mais comment je la reconnaîtrai et qu'est-ce que je ferai ?» Le mec se marre en disant « T'inquiète pas. » Alors, j'y vais à l'aveuglette. Un chauffeur vient me chercher à mon hôtel à Dubaï. Et puis à Dubaï, c'est près de l'émirat en question, là, 30 km ou quelque chose comme ça. Et on m'amène dans un restaurant. Et là, je vois une dame, 55 ans, jean et en t-shirt, pas du tout couverte, qui me parle français parfaitement avec un accent libanais parce qu'elle a bonjour, voilà, alors on vous a demandé, on est dans la merde, hein, machin, etc. Alors j'ai dit, écoutez, on peut peut-être avoir une solution. Vous avez une fille? Oui, la fille assistait au dîner. Je dis, c'est votre fille? Alors, il y a un problème qui est grave dans toute la région, c'est les faux médicaments. Donc vous avez qu'à la nommer ministre à la lutte contre les faux. Ah ouais, brillante idée, etc. Bon, à la fin, elle me tutoyait, elle me disait, bon, si tu veux, tu devrais nous voir quand tu veux, ça va parfaitement bien. Là aussi, je vous jure que c'est vrai, il y avait son mari qui était là, le cheikh de l'émirat, le rouleur, quoi. Et elle lui dit Mohamed, alors à cette heure-là, c'est difficile de trouver des taxis, tu vas raccompagner notre ami à son hôtel. Oui, Bobonne, et même le cheikh c'était elle qui tirait toutes les ficelles, c'est elle qui gouvernait tout. Mais naturellement, il faut respecter les apparences, et c'est lui qui est à la télé, mais c'est elle. Pourquoi elle dirige? Parce que c'est les familles, c'est les mariages, c'est tous ces trucs-là, la cassette familiale. Tant qu'on ne comprend pas ça, quoi. Comment voulez-vous que je le fasse? Alors, j'ai une réponse. Commençons à ne plus leur casser les pieds avec des histoires. Comment Wagner s'est imposé en République centrafricaine? Les autres ont dit, bon, quel est le problème? Il dit, dans ce coin-là, il y a des villages qui nous emmerdent. Ils ont été dans un village, ils ont ratiboisé tout le monde, ils ont été voir les autres villages en disant, vous avez vu ce qui s'est passé là? Bon, alors si vous n'avez pas envie que ça vous arrive à vous, ah oui, bon, fin du coup. Alors, c'est pas gentil, c'est naturellement, ça ne correspond pas exactement au canon des droits de l'homme vu en France, mais si ça peut éviter une guerre civile au bout de laquelle il y aura 10 fois plus de morts, c'est quand même arracher l'albuplace d'un seul coup au lieu de s'enquiquiner en Égypte. Même chose en Irak. Il y avait combien de morts par mois sous Saddam Hussein? Il y en a 100 fois plus. Qu'est-ce qu'on a gagné à cette histoire-là? Voilà, c'est ça. Laissons les gens, poussons-les dans la bonne direction, mais souvenons-nous quand même qu'en France, il y a eu la Saint-Barthélemy, la guerre de 100 ans, les guerres de religion qui ont causé, il y avait une Saint-Barthélemy toutes les semaines à un moment donné en France. On n'a pas de leçon à donner, ça nous a pris des siècles pour en sortir. Comment voulez-vous qu'ils en sortent en 6 semaines? Parce qu'ils ont Facebook. Attendez, c'est pas sérieux ça. Donc commençons à leur foutre la paix et à trouver des terrains d'entente avec eux. Mais ça gagne petit à petit toute la société. L'autre soir, j'ai été au cinéma pour voir un film. Toute la partie avant le film, une publicité après l'autre, j'ai reçu des leçons de morale. Et pas bon ceci, et pas cela, tu fais ceci, et c'est pas bien, et les droits de ceci, et les machins. Ça me casse les pieds, à la fin. Arrêtons de donner des leçons, arrêtons de supporter. Vous savez, parmi les grandes leçons que nous donnent nos amis américains, il y a le blanchiment, l'argent sale, etc. Quel est le seul pays qui n'a pas signé la Convention de 2014 et qui, sur son sol, dans 2-3 États, ont des paradis fiscaux beaucoup plus étendus? C'est les États-Unis. Le Delaware.
Mais pas uniquement. Maintenant, il y a le Wyoming, il y en a un nouveau avec des lois qui permettent de créer des trusts absolument étranges. Il y en a un qui ouvre tous les ans. Mais le Delaware était le premier, bien entendu, mais depuis. Alors, il faut. J'en ai marre de me laisser donner des leçons de morale par des gens qui sont dans le faites ce que je vous dis et faites pas ce que je fais, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, première méthode, écouter les gens, comprendre comment ils sont, et puis à la fin, pas être niais, pas se laisser raconter n'importe quoi. Surtout que, quand vous connaissez bien les gens sur place, ils vous disent eux-mêmes. Ils ne sont pas dupes. Voilà, une fois j'étais avec une de mes étudiantes qui a brillamment réussi, qui dirige à l'heure actuelle un truc international sur l'Afrique, etc. Et elle est du nord du Mali, de Gao, là. Voilà. Et donc, elle a cette particularité que là-haut, c'est comme dans beaucoup de l'Afrique, d'ailleurs, les musulmans sont des soufis. Il ne ferait pas de mal à une mouche. Son père, qui était le marabout du coin, lui a dit, ma fille, tu vas vivre une partie de ta vie avec les Toubabs, je vais t'envoyer faire tes études à Bamako, chez les bonnes sœurs, et comme ça, tu apprendras comment les Toubabs vivent leur religion, etc. Et la fille en question, elle me dit, tu sais, hein, moi j'ai fait le catéchisme, hein, et tout, donc elle est très fière, elle fait les prières tous les jours, elle est très croyante, mais ces gens-là, voilà, ces gens-là, ils ont peur de l'État islamique, et Boko Haram, elle me dit, mais c'est des fous, qu'est-ce qu'ils veulent, etc. C'est ceux-là qu'il faut aider, et pas foutre des leçons de morale à tout le monde en rejetant tout le monde. Voilà, c'est simplement, ça me paraît terriblement idiot et contre-productif, si vous voulez. Merci. Je retiens de ce que vous dites qu'il faut toujours écouter J'entends plus là. Xavier Refer. Non, pas moi, il faut écouter Merci. les gens qui sont dans les pays en question et puis prendre le temps de le faire. Plaisantais. Merci beaucoup. Oui. Alors, Jean-Bernard Paul a 2 questions sur l'OTAN et la Russie. Jean-Bernard, vous voulez poser vos questions à Xavier? Oui, bonjour. Je vais commencer par la Russie. D'abord, merci à Xavier Hofer pour son exposé. Moi, je retire le sentiment que la Russie, au titre des stratégies indirectes, se trouve placée je dirais, dans le même camp d'intérêt que la Turquie, que la Chine, que l'Iran. Pardon? Que l'Iran aussi. Et que l'Iran, voilà. Il me semble quand même que la Russie, elle se trouve dans une position inconfortable parce qu'elle a quand même des problèmes et des conflits d'intérêts sur ses frontières du Sud, du Sud et de l'Est, avec chacun de ses acteurs. Alors, toujours au titre de ces stratégies indirectes, est-ce que notre intérêt n'est pas d'essayer de s'en faire un allié, sachant que ça pose quand même 2 problèmes majeurs. Un problème vis-à-vis des États-Unis qui persiste à voir la Russie comme l'ennemi, comme l'URSS ennemi de 1980. Et ça pose aussi un problème en Europe vis-à-vis des pays européens qui conservent quand même un mauvais souvenir des années 80. Alors, est-ce que vous pensez que c'est possible ou pas de tenter de se faire un allié objectif de la Russie? J'y vais en Russie. Je vois des gens qui ont des responsabilités dans le domaine militaire et tout. On s'est connus après la guerre froide et puis je vais de temps en temps les voir et tout, et qui jouent un rôle un peu comme la direction de l'IHEDN vis-à-vis de la République française. Et là-dedans, il y a tous les généraux importants de l'armée et du renseignement militaire. Il y a les généraux du GRU et les généraux. Donc, on parle ensemble. C'est pas tous les jours un dîner de gala. Ils m'ont invité dans leur hôtel particulier qu'ils ont à Moscou. Et ils ont commencé par dire, vous voyez, cet hôtel, c'est un des plus anciens de Moscou. C'est un des seuls à qui Napoléon n'a pas réussi à mettre le feu et tout. Donc, bon, je leur ai dit, vous savez, nous, les Français, on est un peu taquins et tout. Bref. Et ça se finit par se terminer en rigolade, mais ces gens-là sont très durs. Quand vous montez l'escalier pour arriver jusqu'au bureau du chef, vous avez 4 portraits de Staline le long des murs dans l'escalier, quoi. Donc, ce n'est pas des tendres. Ils sont persuadés
que toutes les agaceries qu'ils ont avec la Moldavie, avec l'Ukraine, etc., ça leur vient de l'OTAN. Je ne sais pas si c'est vrai à 100%, mais tout ce que je sais, c'est que les derniers épisodes militaires auxquels la nouvelle armée russe nous a donné lieu d'assister, notamment en Syrie et notamment au Nagorno-Karabakh, là récemment et tout, montrent qu'il ne faut pas prendre ça à la légère. Notamment dans le domaine des contre-mesures électroniques et de la guerre électronique, les Russes possèdent des dispositifs dont on n'a même pas idée. La France a des gens très doués, très forts, dans une totale discrétion, puisque ça échappe même aux services constitués qui sont sur le terrain. Et ce qui s'est passé pendant la guerre récente entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, c'est ça. À un moment donné, Erdogan commençait, qui avait l'autorisation, hein, bon, ça peut aller par-ci, par-là. Il semble, alors je n'étais pas dans la pièce, mais en réalité, que pour des besoins de politique intérieure, Erdogan avait envie que le pipeline qui allait amener Turkstream, là, qui allait amener le truc, passe pas par un pays chrétien. Il voulait que ça passe uniquement dans un pays musulman, et donc la frontière entre l'Azerbaïdjan musulman et l'Arménie devait être révisée de 20 km pour permettre aux tuyaux de passer. C'est ce que j'ai cru comprendre de ce que m'ont dit mes interlocuteurs. Et ainsi, c'était OK les 20 km, mais pas plus, hein, d'accord. Puis ça ne dure pas plus de 2 semaines. Quand ça a commencé à durer un peu et que Erdogan et ses drones avaient pris un peu la grosse tête, il s'est passé la chose suivante. Un matin, les systèmes de contre-mesures électroniques russes ont été branchés et plus rien n'a fonctionné dans un rayon de 200 km. Les montres analogiques, les radars, les drones ne déconnaient pas, les radios ne marchaient plus, tout était étouffé par cet étouffoir à ondes qui sont sur des espèces de blindés, voilà, et qui, pouf, éteignent tout. Alors, il a été ça pendant 4 jours. Puis après ça, il a dit Erdogan, compris, le son reçu? Oui, bon, alors voilà, je rebranche le truc et vous pouvez y aller, mais attention, ça dure encore 1 semaine maintenant et on s'arrête. L'Iran est équipé de ces armes à l'heure actuelle, hein. Il y a 3 bases russes énormes qui sont en train d'ouvrir le long du Golfe côté iranien, et c'est fin du coup pour l'Arabie Saoudite et ses petits copains dans toute la région. Une autre base de cette nature est en train d'ouvrir au Soudan, à Port-Soudan précisément. Et quand on voit le contrat entre la Russie et le Soudan, on s'aperçoit que c'est des rotations de 800 personnes. Donc, ce n'est pas des porte-avions, c'est des sous-marins équipés avec les missiles de croisière calibre qui sont extrêmement précis et très, très délabrants. Et donc, rive nord du Golfe, au nord de la péninsule arabe, les bases, au sud. Et le troisième élément, je crois qu'il va y avoir un accord entre la Russie et puis les Émirats arabes unis pour rendre la base russe sur l'île de Socotra, qui est face au Yémen. Donc, vous voyez, au nord, en Iran, au sud, Port-Soudan. Voilà, donc je serai... ça s'appelle le jeu de Go. Ça, c'est pas le jeu d'échecs, mais c'est le jeu de Go. Le petit Mohamed bin Salman, il n'a plus un poil de sec, là. Donc, c'est ça qui se passe. Il ne faut pas négliger les formidables progrès militaires qui ont été faits avec des moyens faibles, hein. Alors, la politique, les libéraux, ils sont drôles, quoi. Ils connaissent que le pognon et voilà, ils disent oui, mais McCain était resté célèbre. Il a dit la Russie de Poutine, c'est une station d'essence avec la bombe atomique. Enfin, c'est absurde. Depuis quand est-ce les pays les plus riches qui gagnent les guerres? Vous avez vu ce que c'était que l'économie de la Prusse quand elle a dominé. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la Prusse. Quand vous arrivez jusqu'à Berlin, c'est du sable et des sapins, quoi. C'est zéro économie. La Prusse, elle avait aussi de l'économie d'une mobilette, mais un grand état-major et la possibilité de garder des guerres pendant 1 siècle et demi. Donc, cette histoire de penser que, vous avez vu, les États-Unis viennent de se faire foutre à la porte par 70 000 peigne-cul et gardiens de chèvre. Elle est où la fortune des talibans? Puis c'est pas vrai
qui vivent avec l'argent de la drogue. Enfin, les talibans, dans leur vallée, ils taxent tout ce qui passe. Les frigidaires, le papier toilette, la drogue, tout. Tu payes, tu veux passer, tu payes. Voilà. C'est tout. Et ils ne vivent pas de la drogue. S'il y a autre chose que la drogue, ils taxeront autre chose. C'est naturellement ces espèces de petits trucs absurdes là. Oui, mais eux, c'est l'argent de la drogue, etc. C'est des vengeances médiatiques mesquines, mais qui ne correspondent pas à la réalité. Je pense qu'il y a deux sortes d'interlocuteurs dans le monde. Il y a d'une part les cinglés avec qui ce n'est pas la peine d'essayer de discuter et qu'il faut anéantir, exemple l'État islamique, hein, on cogne dessus jusqu'à ce qu'il s'arrête. Et puis il y a des gens rationnels. Erdogan, enfin, je n'aimerais pas l'avoir comme gendre, pour vous dire la vérité, ce n'est pas un personnage sympathique, c'est un personnage rationnel. La Turquie a une des plus vieilles diplomaties du monde. La diplomatie turque est directement l'héritière de l'Empire ottoman. Vous avez affaire à des gens très cultivés qui parlent plusieurs langues, qui sont tous francophones. Là encore, je crois que ces histoires, les détails privés peuvent... Un jour, j'allais dîner à Paris, j'avais un de mes copains turcs qui était en poste en France à ce moment-là. Et il m'invite à dîner avec ses amis turcs dans le grand appartement de fonction de l'un d'entre eux. Nous arrivons en bas de l'immeuble, ma femme et moi. Alors, j'avais le petit papier où il y avait le code, vous savez, pour rentrer. Une jeune femme s'interpose, dit dans un français « Vous permettez ?» et fait le code. Et puis dit « Je suppose que vous allez chez nos amis, bien entendu. » Alors, elle commence à parler à ma femme. « Ah bah, très bien, alors, très bien, on connaît votre mari, mais c'est un plaisir de vous connaître. » Et puis, on discute dans l'ascenseur, on rentre dans l'appartement. Les autres invités n'étaient pas encore là. On parle 10 minutes avec tout. Et quand mon copain Bülent arrive, elle se met à lui parler en turc. Alors, ma femme lui dit « Ah bon, vous parlez turc ?» Elle éclate de rire. Elle dit « Non, je suis turc. » Ces gens-là parlent le français sans l'ombre d'un accent. Sans l'ombre d'un accent. C'est un des seuls pays avec l'Iran où la francophonie progresse alors que ça n'a pas été une de nos colonies. Pourquoi on se fâche? Stupidement pour faire plaisir aux Américains qui feront comme à Kaboul, qui laisseront tomber tout le monde et qui nous laisseront dans la merde. Voilà. Donc évidemment qu'il faut parler aux Russes. Évidemment qu'il faut parler aux Iraniens et pas céder aux embargos à la gland. Je connais des gens à Téhéran. Il y a un des messieurs que je connais à Téhéran a son père qui est un éminent professeur francophone et parlant le français. Dès qu'il a pris sa retraite, ce monsieur iranien, il n'a eu de cesse que de se trouver un appartement à Paris. Il n'envisageait pas d'être à plus de 500 mètres de la Sorbonne et depuis, il vit dans le bonheur, entraînant dans les bibliothèques, dans les musées. La culture française est pour lui un rêve. Et de temps en temps, le fils m'envoie le père parce qu'il est à Paris pour lui dire « Tiens, va dire à refaire, etc. » Ces gens-là sont amoureux de la France. Pourquoi on a, je vous garantis qu'on a encore des atouts culturels dans le monde qui sont formidables. Une des premières choses qu'a fait Xi Jinping quand il est arrivé, c'est de fonder un Conseil national de sécurité en Chine. Ce général, ce conseil est dirigé par un jeune général qui n'a même pas 40 ans et qui fait inouï. Alors vous voyez à quel point la Chine est un pays communiste. Hein. Le type descend de la famille de l'impératrice. C'est un Mandchou et il descend de la dernière impératrice. C'est un descendant direct de la famille impériale mandchoue qui a régné sur la Chine jusqu'en 1912. Et une fois, comme à Pékin, il y a un banquet et il y est. Et c'est un banquet où il n'y a pas d'interprète. C'est un des oligarques chinois qui parle le français, qui traduit, etc. Le général arrive, sans dire bonjour à personne, il se lance dans un grand discours. Il était très ému. Il avait les larmes aux yeux. Et le chinois nous traduit, le général est tellement content pour la première fois de sa vie de voir deux amis français. J'ai appris la vie dans Victor Hugo. Les Misérables sont le plus beau livre au monde, la culture française et la culture chinoise. L'empereur, un de ses ancêtres, le deuxième empereur mandchou et Louis XIV correspondaient. Louis XIV lui envoyait des astrolabes, l'autre lui envoyait des gravures chinoises, des peintures, etc. Il dit, pourquoi on gaspille tout ça? Pourquoi, à chaque fois qu'on va les voir, on les emmerde? Oui, les droits de l'homme, vous savez, vous, comment on dirige un pays d'1,3 milliard de personnes? Enfin, c'est quoi ces trucs-là? Moi, honnêtement, ça me surprend, quoi. Alors, d'autant plus que
un autre de mes interlocuteurs chinois m'a dit « Ah, quand ils viennent nous casser les pieds avec les droits de l'homme, on leur dit « Oui, bah, très bien ». Alors, ils font toujours la même réponse. Le Premier ministre, Li Keqiang ou quiconque, il dit « Ah oui, vous savez, nous les Chinois, on n'est pas gentils. Hein. Par exemple, regardez en France, quand vous voulez acheter une voiture, vous pouvez acheter une voiture quand vous voulez. Nous, en Chine, il faut attendre plusieurs années, puis le type reçoit une lettre, et puis on lui dit « Cette année, vous pouvez acheter une voiture, mais seulement cette année. » Il dit « Vous vous rendez compte comme on est dictatoriaux ? Simplement, si tous les Chinois achètent quand ils veulent une voiture, quand ça leur fait plaisir, tous, en 5 ans, il n'y a plus d'acier, il n'y a plus de pétrole sur la planète. On fait comment? Hein? Alors, on va vous dire, nous, vous savez, moi, j'ai une belle villa, moi, Li Keqiang, j'ai une belle villa au bord de la mer, alors on vous laisse les clés, et puis à vous de faire, à vous de voir. Alors, le type s'en va sur la pointe des pieds, dans eux, pardon, oui, je n'avais pas pensé à ça et tout. Comment vous faites? Enfin, je ne suis pas... Le flicage en Chine est effroyable. Dans toutes les maisons, il y a des mecs qui sont là pour vous dire, vous descendez dans la rue tel jour, vous faites ça. Mais comment faire quand c'est 1,3 milliard de personnes? L'endroit où j'enseigne, Shenyang, sur la carte de la France, c'est Lons-le-Saunier, quoi. 8 millions d'habitants, 3 gares, 2 aéroports. Multiplié par des centaines de fois, sans parler Nanjing avec 20 millions d'habitants, Pékin avec 20 millions d'habitants et 5 périphériques. Vous faites comment? Je veux dire, une fois de plus, alors, la France, les professeurs de droit pénal français ont aidé considérablement les Chinois à leur demande, mais dans la discrétion, parce qu'il ne faut pas leur faire perdre la face, à réduire de manière drastique l'application de la peine de mort en Chine. Là où il y avait 10 000 exécutions par an, il y en a 50 ou un truc comme ça. Alors, ils vont dans le bon sens, mais ça prendra le temps que ça prendra. Comment voulez-vous que... Enfin, chez moi, ça me paraît dément. Voilà des gens qui ont une culture... Enfin, vous vous rendez compte des Américains qui ont essayé d'apprendre à des Afghans comment se battre. Mais c'est absurde. Les Afghans ont foutu la planète entière à la porte de chez eux. L'Union soviétique. Et les Américains disent, bougez pas, alors on va vous montrer, les gars, alors c'est comme ça qu'il faut faire. Enfin, c'est naturellement totalement dingue. Vous allez apprendre aux gens à Montélimar comment faire du nougat, quoi. C'est de la folie. Moi, je vous dis, je suis... par moments, je me frotte les yeux en me disant, mais c'est pas possible. Je connais des militaires américains, j'ai toute la sympathie du monde pour eux, ils ne savent pas faire à l'étranger. Le Vietnam, la Somalie, tout ça, enfin, c'est pas terrible quand même. L'Irak. Donc, ils donnent des leçons aux gens, ils apprennent aux Afghans à se battre. Ils apprennent aux Écossais à faire du whisky, et ainsi de suite. Enfin, je vous dis, c'est une histoire de fou. Quiconque a simplement un peu de bon sens se dit, bon, arrête. Non. Voilà, je peux pas, je suis pas mandaté, j'ai pas de. Simplement, nous avons une diplomatie. Les Russes ont une diplomatie, les Chinois ont une diplomatie, les Turcs ont une diplomatie. Tous les grands empires ont une diplomatie, évidemment séculaire. Je vous dis, Louis XIV et Kangxi, là, le deuxième empereur mandchou, s'écrivaient déjà. Là, et naturellement, ils ne pouvaient pas se voir l'un l'autre parce que c'était bien loin et puis que ce n'étaient pas des jeunes hommes, quoi. Mais ils s'écrivaient régulièrement. Les jésuites traduisaient et puis transféraient de l'autre côté. Et puis voilà, et les Chinois ne sont pas fous. Vous savez, j'enseigne aussi à l'Académie Fudan à Shanghai. L'Académie Fudan, la Nouvelle Aurore, a été fondée par les jésuites au XVIIIe siècle. C'est la première université occidentale. Et une fois, j'arrive à Fudan, et parmi les gens qui avaient qui étaient venus nous saluer l'arrivée des Français, etc., il y avait un jésuite français. Un père jésuite français qui est bien connu en France, qui est un sinologue, etc., remarquable et tout. Alors, je lui dis, ah, vous êtes revenu avec un petit sourire modeste. Il dit, oui, mon fils, nous revenons toujours. Et ben voilà, petit à petit, il s'ouvre. Il y a de nouveau des jésuites à Fudan. Alors, pas dans le département d'affaires du terrorisme où je m'occupe. Voilà, mais petit à petit, vous voyez, il ne faut pas brusquer les choses. Je crois qu'il faut. Là, on brusque en disant, enfin, vous vous rendez compte, en Algérie, les cinglés qu'il avait en face d'eux, alors non, les droits de l'homme, il ne faut pas bombarder ici parce qu'il y a des canards, etc. Enfin, ça, c'est de la dinguerie, quoi. Donc, je ne peux pas vous dire mieux que ça. Ce que je constate, c'est que les violences du style donner des leçons à tout le monde et à tout propos
sans être spécialement qualifié, quoi. Xavier, peut-être une dernière question, parce que Alors, je vois, dans Converser, il y a plein de gens qui essayent de laisser des petits messages. C'est quoi ça, là, en bas, Converser? alors, non, c'est pour te dire, pour beaucoup Des d'entre eux, commentaires, voilà, ok, je vois. un grand merci. Quel plaisir d'entendre un avis bien informé, sans langue de bois. Un grand merci. Bon, voilà. Patrick Moll pose, de mon point de vue aussi d'ailleurs, une question très intéressante et il te demande comment tu vois l'évolution de l'Angleterre sur le plan stratégique. Va-t-elle devenir un simple supplétif des États-Unis? Alors, regrettablement, c'est le chemin que ça prend. Voilà, l'Angleterre telle que vue par Boris Johnson, c'est la City de Londres et encore deux, trois trucs, et puis le reste, joker, quoi, quand même. C'est dommage parce que dans l'Europe, il y avait encore deux armées qui tenaient debout, qui étaient capables d'aller taper des pirates au fin fond de la mer Rouge ou de faire des opérations de récupération sur des continents lointains, capacité de protection et tout, c'était l'armée britannique et la nôtre. En dehors de ça, enfin, pardon, mais une fois de plus, les autres, enfin, on ne parle pas de ceux qui sont devenus des États américains, sauf le nom, quoi, hein, comme les Pays-Bas, mais même les autres, enfin, ce n'est pas l'armée lituanienne qui va venir nous sortir de la merde, hein, le cas échéant. Donc, il y avait que l'armée, et puis maintenant, il y a l'armée française, mais elle s'affaiblit, elle a encore de très beaux restes. Mais contrairement à l'armée turque, on met toute l'armée française dans le Stade de France quand même, hein, d'active, les gens opérationnels. Ça devient petit. Donc je me demande si on n'est pas en train de glisser un peu sur une pente, mais dans le reste de l'Europe, c'est laisse tomber, quoi. Il y a, voilà, quoi, rien de... Il y avait que les Anglais et nous, efficacement. Chaque fois que un soldat allemand envoyé à l'étranger veut tirer la langue, il faut 14 avis du Bundestag, du machin, etc. Voilà, c'est plus, enfin, eux, c'est l'histoire passée qui les paralyse un peu, mais c'est le reste de l'Europe, militairement, elle n'existe pas, quoi. Voilà, quoi. Il y a peut-être ici ou là quelques commandos en Belgique, quelques trucs, mais tout ça, ça fait pas. Vous avez vu ce qui s'est passé quand on leur a demandé de venir au Mali? J'avais un copain, quand on était jeune, quand les responsables disaient « bon, maintenant, il faut y aller », il murmurait entre ses dents « armons-nous et partez ». Voilà, ben c'est un peu ça quand même. L'Union européenne, c'est pitoyable, quoi. Voilà, les mecs sont complètement infectés. Alors, en plus de ça, il vient de se passer quelque chose au niveau stratégique, mais qui est inouï. Tout le monde le sait, mais personne n'a réfléchi aux conséquences. Vous avez vu que le général en chef, le Joint Chief of Staff de l'armée américaine, a téléphoné à son homologue chinois pour dire la bombe atomique, non, Trump, il raconte ce qu'il veut, on ne le fera pas. Que ce type n'ait pas été fusillé le lendemain matin, enfin, vous vous rendez compte, Xi Jinping, il fait venir le général, il dit « répète-moi bien, là, que j'ai bien entendu ». Le type, il dit « oui, bah, le mec décide de quand il a envie de tirer la bombe atomique ou pas ». Où elle est la dissuasion américaine? Le mec, il fait ça quand ça l'amuse. Ben, cette histoire-là est folle. Oui. Le type, et il dit oui, il s'en vante en plus devant le Congrès. Vous savez, j'ai dit mon homologue chinois. Enfin, imaginez-vous après ça quand Xi Jinping téléphone à Poutine ou à l'ayatollah, machin, là, les mecs se disent mais je suis mort, je suis au paradis, quoi. C'est pas possible. Donc, nous sommes à l'heure actuelle dans une séquence où, dans tous les compartiments du jeu, c'est-à-dire en matière de tous les repères sociaux, les homicides qui aux États-Unis explosent. Et alors, moi, je vais faire un article demain ou après-demain. Il y a plus, c'est 2 fois pire. On nous avait dit Trump, etc. OK, le premier semestre 2021, c'est encore bien pire qu'au second semestre 2020. Donc là, nos frères américains vont se trouver confrontés à la tâche très difficile, décrite ainsi par les humoristes, c'est faire rentrer le dentifrice dans le tube. Voilà, donc faire rentrer le dentifrice dans le tube, ça veut dire un pays qui a été dans la folie anarchique de Black Lives Matter pendant 1 an, essayer de remettre tout ça en ordre.
Vous savez à quoi aboutit Black Lives Matter? À un massacre de Noirs aux États-Unis comme le Ku Klux Klan n'aurait jamais pu en rêver. Je vous donne des chiffres. Entre l'année 2019 et 2020 à Chicago, où 35 à 38% de la population est noire, il y a eu 275 homicides de plus en 2020 qu'en 2019. Sur les 275 homicides en plus de l'année 2020 à Chicago, il y a 255 noirs, du fait des émeutes, des mecs qui tirent dans tous les sens, etc. À l'échelle fédérale, c'est 3000. Et 89% des 3000 homicides en plus sont des Noirs qui tuent d'autres Noirs. Ce n'est pas le Ku Klux Klan, il n'y a pas de guerre de race aux États-Unis. Ce sont les chiffres fournis par le FBI, par les ministères américains. Voilà. Il y a un organisme très important aux États-Unis qui est un État de droit, qui est le think tank intérieur du ministère de la Justice, qui s'appelle NIG, National Institute of Justice. C'est eux qui contrôlent tous les... Bon, là-dedans, j'ai un copain depuis 20 ans et tout, il me dit où ils en sont. Voilà, quoi. C'est une histoire, comment dire, qui est redoutable pour ce pays parce que, à certains signes, on voit qu'il est en train de se dissocier, que chaque fois qu'un État démocrate fait un truc, un État républicain, à commencer par le Texas, fait le contraire. Biden a dit plus d'armes, ok, maintenant les armes, elles sont en vente libre, portées à la ceinture, etc., au Texas, sans difficulté. Alors là aussi, je vais vous donner un exemple concret de ce que c'est que les États qui sont toujours au bord de la révolte aux États-Unis, c'est-à-dire notamment les États du Sud. L'histoire que je vous raconte remonte à sous Giscard, mais c'est pareil aujourd'hui. Il y a un personnage important de la Giscardie qui vient à Washington et qui squatte l'ambassade et qui notamment avait pour ambition de montrer les cow-boys et tout ça à sa femme et à ses enfants. Donc ils vont au Texas et là il a une réflexion d'un policier de la ville. Et ce personnage hautain et odieux lui dit « Vous ne savez pas à qui vous avez affaire, mon petit ?» Alors, le policier texan lui dit « Ah ben non, mais je ne sais pas, mais alors je vais avoir l'occasion de savoir parce que, alors là, vous allez me suivre en prison et puis voilà, je vais vous coller en tôle et puis après ça, ben, puis vous avez envie de vous faire savoir, vous aurez l'occasion de me voir. Et puis naturellement, nous respectons tout naturellement, l'habeas corpus et tout, et vous aurez affaire au juge de la ville. C'est mon cousin, bonne chance, au revoir. » Et donc, le mec est mis sur un prétexte quelconque, il est mis en tôle. Et il n'en sort pas. Et le juge dit, mais aucun problème, caution, 100 000 $, vous pourrez sortir. Alors, 100 000 $, à l'époque, c'était du pognon quand même. Ça finit par remonter jusqu'à l'ambassadeur. Et l'ambassadeur attrape Jimmy Carter, qui était président à ce moment-là, et lui dit, je suis bien embêté. Alors, Jimmy Carter dit, ah oui, Texas, c'est spécial. Hein, donc, non. Vous pouvez faire une chose, vous pouvez appeler le gouverneur du Texas de ma part, mais attendez, pas président des États-Unis, il va vous envoyer chier tout de suite parce qu'il est chez lui et puis moi, je suis chez moi, mais j'étais son collègue à la conférence des gouverneurs du Sud quand j'étais gouverneur de Géorgie. Et son ami Jimmy, gouverneur de Géorgie, voilà. L'ambassadeur de France appelle, j'ai plus son nom en tête, c'était le même que quand Kennedy avait été tué à côté de lui, là, j'ai plus. Bref, un mec avec un nom irlandais, j'ai plus son nom en tête. Bref, le gouverneur, il l'appelle, monsieur le gouverneur, je suis l'ambassadeur de France, etc. Et alors l'autre lui dit, oui, mais non, voilà, il paye les 100 000, autrement, tant pis pour lui, etc. L'ambassadeur lui dit, monsieur, je vous prie de remarquer quand même, monsieur le gouverneur, que la conférence de Vienne fait que quand un diplomate commet un délit quelconque, ben, il est renvoyé chez lui et jugé chez lui. Alors, suavement, le gouverneur de Texas lui dit, mais ah bon, et qui a signé cette convention? Alors, l'ambassadeur de France lui dit, mais enfin monsieur, ce sont les États-Unis d'Amérique. Et le gouverneur lui dit, là, écoutez, on a fait une guerre de 5 ans pour ne pas en faire partie de ce machin. Alors au revoir, il paye les 100 000 et je vous emmerde. Voilà, boum. Et ils ont été obligés de payer. Les États-Unis du Texas, c'est fume. Voilà, c'est comme ça.
Et donc, il suffit de trop les embêter, les faire. Voilà, à l'heure actuelle, il y a tous les États qu'on appelle les États rouges républicains, les États bleus démocrates, il y a le fossé grandit, quoi. C'est en train de tourner vraiment. Et le président actuel des États-Unis est bien fatigué, quoi. Vous avez entendu l'histoire de Where is Mom? C'était sur tous les médias américains, sur tous les réseaux sociaux, mais naturellement, en France, on n'a pas droit à ça parce que les médias français savent ce qui est bon pour nous et ont envie de nous épargner les tracas de l'univers. Surtout quand ça touche un monsieur qu'ils ont présenté comme un héros et un génie. Alors, c'est une petite réunion, c'est sur Internet, hein, vous pouvez le trouver. Vous tapez Biden et à côté « Where is mom ?» Où est maman? Et vous allez tomber dessus. Et donc, c'est en juillet, alors il est dans une petite réunion où il y a électorale comme ça, quoi. Alors il y a 2-3 sénateurs. Biden commence par dire « Je suis content de la présence parmi nous du sénateur truc », il écorche son nom. Le deuxième sénateur, il se trompe de prénom, et à la fin, au bout du troisième, et puis brusquement, son regard se fige et il dit « Where is mom ?» Alors, du fond derrière la caméra, il y a une voix, manifestement une voix d'une de ses assistantes qui dit « Elle est à la maison, elle vous regarde à la télévision. » Et Biden qui fait « Ah, je suis content qu'on m'écoute, elle est morte depuis 10 ans, sa mère. » Il est gâteux, quoi. Je vous jure, le truc, « Where is mom Biden ?» vous tombez dessus, quoi. Ça dure 3 minutes, et c'est quand même inquiétant, quoi. Alors, la Maison-Blanche est de se rappeler, oui, mais il ne parlait pas de sa mort à lui, mais de la mort du sénateur, machin. Ok, l'autre, elle est morte depuis 10 ans aussi, quoi. Il a perdu les pédales. Quant à mes copains qui sont à Washington, ils me disent que la Camara, elle plante tous. Voilà. Ils lui ont donné diverses missions. À chaque fois, c'est catastrophe. Bon, mais écoute, Xavier, on est donc à peu près rassuré sur l'état du monde. Rien n'a jamais été bien. Et il se trouve que la prochaine conférence que l'on va organiser dans le cycle des conférences, le 9 novembre prochain, sera en gros, hein, je fais simple, sur l'enfumage médiatique, notamment avec le Russian-Gate et puis Assange. Donc, on verra ce que nous... Comment dire, ce que nous concoctent les médias français pour nous expliquer la vérité. Alors, juste un mot pour en finir. Pendant 10 ans, j'étais embedded dans la rédaction de l'Express où je m'occupais du terrorisme et du crime organisé, uniquement de ça. Mais voilà, j'ai eu cette expérience-là pendant 10 ans. À l'époque, quand je suis arrivé à l'Express, on m'a donné une carte American Express en disant, voilà, exagère pas trop quand même, alors les restaurants 5 étoiles autour. Aujourd'hui, c'est des crèves de faim. Ils n'ont plus rien. Ils ne peuvent même plus inviter. Quand ils ont un ticket de métro, ils le payent eux-mêmes. C'est la profession la plus ubérisée du monde, journaliste. Et on leur jette un os de temps en temps, on les paye très mal. Alors, comme ils ont le reportage journalistique, ça coûte très cher. Je me souviens des fois, à l'époque, quand je faisais des trucs sur le terrorisme, j'avais en France 50 000 francs de notes de frais à la fin parce qu'il a fallu que j'aille dans 3 pays, que je vois des gens en face à face parce que sur ces sujets-là, les gens ne parlent pas au téléphone. Et donc, ça coûtait très cher. Je me souviens une fois d'une phrase qui commençait un article sur la responsabilité de Kadhafi dans les attentats aériens du type Lockerbie, etc. Les 3 premières phrases de l'article avaient coûté 100 000 balles. Parce qu'il avait fallu trouver des textes en arabe, les faire traduire, aller voir des mecs en Italie qui étaient les seuls à voir des dépêches de l'agence de presse libyenne, etc. C'était avant Internet, c'était tout un bordel. Le journalisme, ça coûte très cher. Alors aujourd'hui, ils n'ont pas le droit de dépenser un sou. OK, donc ils reprennent ce qu'ils trouvent sur Internet. Moi, j'ai mon fils, quand il a eu 18 ans, je lui ai dit, Frédéric, il s'appelle Frédéric, je lui ai dit, tu veux que je t'abonne? Il m'a dit, c'est un geek, mon fils, il est dans les ordinateurs et tout. Il m'a regardé comme si j'étais fou, il m'a dit, un journal en papier? J'ai dit, bah oui, le Figaro. J'ai dit, non, non, c'est dégueulasse. Et puis, en plus de ça, nous, on trouve sur Internet tout ce qu'il y a dans les journaux le lendemain, mais gratos. Pourquoi tu veux que je m'abonne? Donc, ils sont tous en train de crever. Et donc, la qualité de leur production dépend uniquement de Facebook, de conneries comme ça, etc. Ils grappillent ce qu'ils trouvent à droite et à gauche.
C'est pour ça que les gens se détournent d'eux. Hmm. Voilà. Bon, en tout cas, Xavier, je ne te lis pas, mais les commentaires sont extrêmement élogieux. Te remercie très chaleureusement de sortir aussi un petit peu de la pensée unique. Et voilà, tu as un certain nombre d'auditeurs et de participants qui t'envoient leur grand merci et qui ont passé un moment merveilleux avec toi. Alors, n'oubliez pas une chose. Ce que j'ai dit là, il y a des articles dans lesquels ça a été publié. Si des gens sont intéressés, non, oui, mais ce que vous nous dites sur l'Iran, etc., à chaque fois, je peux l'assurer. Donc, que des gens m'envoient leur mail ou te donnent l'email et tu me les transmets et je leur ferai passer les documents en question. C'est promis. Oui, fidèle à ton habitude, hein, puisque moi je lis souvent tes tribunes dans divers médias et à chaque fois tu prends bien garde d'avancer des choses tout à fait informées, hein, pour qu'on te Alors fasse. là, je viens de me régaler. J'ai fait une grande interview dans Front Populaire, le journal d'Onfray, Oui, sur immigration et criminalité. oui. Bon. Ça va les faire bouger un peu. Bon, en tout cas, mille merci Xavier de ton Le plaisir était honnêteté, pour moi. de Merci à ton vous tous. temps et de ton discours toujours décapant et régénérant. À Merci très Frédéric, bientôt. merci à vous tous et à quand vous voulez. Voilà. On ne manquera pas de te réinviter. Produis vite d'autres opus, hein, qui sont toujours Inch'Allah. passionnants. Et je conseille aux uns et aux autres de lire, ça se lit comme un roman ou comme un roman policier, À qui profite le djihad. La fin, l'épilogue est tout à fait impressionnant. Oui, parce que c'est grave tout ça quand même. Allez, à À bientôt. très bientôt. Merci encore. Merci. Bonne soirée à tous. Et donc, dans un mois, pour parler aussi de nos amis journalistes et de la pensée dominante. Merci à toi, cher Frédéric, c'était passionnant. Merci beaucoup, François. Merci. Bonne soirée.